Bonjour, donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer des petits trucs de bateau Serra que tout le monde ne connaît pas forcément, qu'on trouve généralement en se baladant à travers les menus. Voilà, ou éventuellement expliquer comment ça fonctionne. L'idée c'est quoi? C'est que j'ai vu une vidéo l'autre jour, donc il y a un mec qui testait les différents systèmes de Retropie à Recallbox, bateau Serra, Emuelec, tout ça. Et puis, il lance un jeu sur tous les systèmes, et sa conclusion, c'est tous les systèmes, c'est pareil, quoi. Et voilà, le but, c'était de montrer quand même que Bateau Serra, si on bosse dessus depuis 5 ans, c'est pas juste pour pouvoir lancer Mario Bros, hein, c'est qu'on fait des choses autour, et c'est bien tous ces ajouts qui apportent des choses. Voilà. Donc je me suis fait une liste en partant du wiki et puis des menus de plus d'une cinquantaine de choses qu'on peut faire. Alors l'idée, c'est d'en présenter juste 15 assez simples à faire. Et voilà, on pourra voir depuis éventuellement d'autres vidéos par la suite. Donc, le premier truc, ça va être les manuels de jeu. Donc, les manuels de jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vais sur mes jeux. Et si j'ai scrappé les manuels de jeu, donc en même temps que les jaquettes, etc., les vidéos, si vous restez appuyé sur un jeu avec le bouton du bas, donc au lieu de un simple bouton du bas pour le démarrer, vous restez appuyé, vous avez un petit menu. Et sur le menu, sur le premier item, vous pouvez faire manuel de jeu. Et donc vous pouvez, comme ça, regarder les manuels de jeu, comme à l'époque, quand on avait le manuel de jeu. Une fois qu'on est sur le manuel de jeu, alors il y a des boutons, notamment le bouton du bas qui va permettre de zoomer, de se déplacer sur une page. Alors pour zoomer, c'est L et R. Si vraiment on est sur la télé et qu'on veut voir de loin. Et puis après, on appuie sur le bouton du bas encore pour dézoomer, et gauche et droite pour changer de page. Voilà. Donc ça, c'est voilà, premier petit truc. Deuxième petit truc, les jeux similaires. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'a rajouté Fabrice, ça doit faire 1 ou 2 ans maintenant. Donc typiquement, je suis sur Aladdin encore. C'est dans le même menu. Et je veux trouver les Aladdin des autres systèmes. En fait, d'une manière générale, ça va chercher les jeux qui ont des mots similaires. Donc si je suis sur un Zelda et que je cherche tous les Zelda, ou sur un Mario Kart et je cherche tous les Mario Kart, ou ça va aller chercher tous les Mario, je passe par ce menu et je clique sur trouver les jeux similaires. Donc trouver les jeux similaires, voilà, ça me trouve les jeux similaires à Aladdin, donc sur Game Boy, sur Master System, sur Mega Drive, et voilà. Et de là, je peux démarrer des jeux. Voilà. Troisième petite astuce, donc le truc classique, c'est pour rechercher des jeux. Alors quand on recherche des jeux, il y a un certain nombre de façons. Le truc classique quand on est dans les systèmes, c'est juste faire select et rechercher un jeu. Alors on peut rechercher par lettre. Personnellement, moi, j'utilise beaucoup ce menu. Donc si je cherche Mario par exemple, je vais taper Mario. Et ça va me faire un filtre sur tous les jeux Super Nintendo qui s'appellent Mario. Si on recherche sur tous les jeux, l'ensemble des jeux qu'on possède, il faut aller sur la vue tous les jeux. Alors, il y a une vue de tous les jeux qui doit se promener quelque part, collection, tous les jeux, voilà. Et là, vous pouvez rechercher sur tous. Quand vous n'avez pas cette vue, il y a un bouton sur le menu, alors je n'utilise jamais, qui permet de faire une recherche sur toutes les vues. Et ce bouton n'existe pas quand on a le menu tous les jeux. Donc ça, je en reparlerai éventuellement plus tard, des collections, et notamment des collections automatiques. Autre chose, le rembobinage. Alors le rembobinage et le forwarding dans un jeu. Donc typiquement, donc je prends toujours les mêmes jeux parce que je les aime bien. Attendez, je vais effacer mes filtres et je vais retourner sur Aladdin. Par défaut, le rembobinage des jeux n'est pas activé. Pourquoi? Parce que sur certains jeux, ça fait bugger. Donc notamment, et même je crois que sur Super Nintendo, ça abîme un peu les performances. Donc on va aller dans les options du jeu, et il y a rembobinage, alors quand on est en français évidemment, et je vais le mettre sur oui, ça va le forcer sur tous les émulateurs qui le supportent. À partir de là, quand je vais démarrer un jeu,
Alors, je vais pouvoir avoir une fonctionnalité que j'ai déjà, qui est l'avance rapide. Hein. Donc, si je fais hotkey et avancer, ça me permet d'avancer plus vite les étapes du jeu. Vous voyez, donc si le bonhomme il met trop de temps à arriver, ou si j'ai du texte à dire. Par contre, si je me fais toucher, voilà, avec hotkey et gauche, ben, je vais pouvoir tout simplement rembobiner. Voilà. Donc hop, voilà, là je me retrouve avant de me faire toucher. Quoi. Donc bah, typiquement, quand on triche un petit peu, hein, quand on vient de se faire toucher par un boss ou qu'on vient de mourir bêtement dans Mario, bon, ben, on peut utiliser ça. Voilà. Alors ça c'était le rembobinage. Ah, le chargement maintenant des states depuis ES. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est encore partielle, sur laquelle je vais travailler pour rajouter d'autres émulateurs. Typiquement, jusque récemment, et sur par exemple typiquement les autres systèmes, si vous voulez charger un état d'un jeu, donc vous aviez sauvegardé, hein, vous savez, quand vous êtes en jeu, vous pouvez sauvegarder en faisant hotkey plus gauche, vous sauvegardez là où vous en êtes et vous pouvez restaurer avec le X pour vous remettre là où vous étiez plus tard. Donc voilà, pour démarrer où vous voulez dans le jeu, comme ça se fait sur n'importe quel jeu récent. Et il y a une option, alors l'option, je vous avoue, je ne sais plus où elle est, donc peut-être dans les options d'affichage. Transition, tac, tac, tac. Alors, je vous avoue, c'est peut-être dans les jeux qui les a mis. Voilà, sauvegarde. Alors, il y a les sauvegardes, il y a la sauvegarde auto pour que ça incrémente de 1 à chaque fois. Moi, je le désactive à chaque fois. Voilà, les sauvegardes incrémentales, donc ça. Et là, c'est l'option qui nous intéresse, c'est afficher le gestionnaire de sauvegarde. À chaque fois qu'on va charger un jeu, on peut ou pas, alors soit par défaut, c'est ce qui se passe sur Bateau Serra, ça lance le jeu, mais on peut choisir de toujours afficher le gestionnaire de sauvegarde, ou sinon vide, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sauvegarde en cours. Moi, c'est ce que je fais par défaut. C'est bien que quand je lance un jeu, alors pour l'instant que les émulateurs RetroArch, hein, mais une des volontés c'est de le faire sur tous, et ben ça m'affiche ce menu, et soit je rappuie et ça me lance une nouvelle partie, soit je peux démarrer directement à un endroit du jeu où j'avais sauvegardé. Donc là, en l'occurrence, j'ai plusieurs sauvegardes sur Aladdin. Donc si je sauvegarde sur celle-là, et ben, je vais pouvoir directement démarrer là où j'en étais. Voilà. Un autre truc, le Puzzle Project. Alors, Puzzle Project, pour ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, toutes ces options sont pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, les puzzles, quand je charge un jeu, donc notamment des jeux qui sont en 4 tiers, c'est les parties qui sont à gauche et à droite de l'écran. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est Aladdin et le génie. Par défaut, je ne sais même pas ce qu'il y a par défaut sur Bateau Serra. Donc si je vais dans les jeux, et je crois que je l'ai mis dans décoration, voilà, pack de décoration, par défaut, je sais pas, ah oui, il y a la console. Donc là, en l'occurrence, si je charge Aladdin, ça va me charger l'image de la Super Nintendo Auto. Vous voyez ? Alors il y a plein de puzzles qui existent, notamment... attendez. Tac. Donc les décorations, les puzzles. Donc on va pouvoir mettre il y a des images de télé, voilà, de vieilles écrans. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc vous allez pouvoir jouer dans des trucs comme ça. Mais il y en a un qui est particulier et qui s'appelle Puzzle Project. Donc décoration, pack de décoration, donc il est tout en bas. Vous mettez The Puzzle Project. Si vous mettez The Puzzle Project, vous allez voir, ça ne fera rien, ça ne marchera pas, parce qu'il faut en plus aller à un endroit qui est mise à jour et téléchargement. Et là-dedans, vous allez sur The Puzzle Project. Et vous pouvez choisir un système, donc par exemple, vous choisissez Super Nintendo, et vous faites valider, et ça va vous télécharger pour chacun de vos jeux. Donc si vous avez 10 jeux, et que dans The Puzzle Project, vos 10 jeux sont connus, donc c'est quand même très fourni, ça va vous télécharger les jaquettes spécifiques à chaque jeu, en fait. Donc du coup, là, ça m'avait chargé Aladdin, et si je cherche sur Mega Drive, donc par exemple, si je prends Altered Best, je vais avoir un puzzle spécifique pour Altered Best. Voilà. Donc, il faut deux choses. Il faut avoir activé le Puzzle Project comme
comme puzzle qu'on veut, mais il faut également avoir été dans les téléchargements pour cliquer sur le téléchargement de ces jeux. Si vous avez rajouté des nouveaux jeux, vous allez être obligé de cliquer pour compléter votre liste de puzzles. Voilà. Donc ça, c'était The Puzzle Project. On va parler maintenant des décorations. Donc vous avez vu, quand je lance un jeu, je vais relancer du coup. En bas à gauche, j'ai la jaquette du jeu. Et puis j'ai le nom du jeu, j'ai mis l'émulateur et le système sur lequel ça tourne. Donc ça, c'est un effet technique qui a été rajouté. On peut le customiser. Alors, par défaut, il n'y a rien. Par défaut, on ne met rien. Et si on va dans décoration, donc c'est affichage en surimpression. Tac, c'est ici. Voilà. Donc moi, j'ai mis information du jeu. Donc c'est la jaquette et quelques petits trucs. Vous pouvez mettre performance, c'est ce qu'on va mettre, ça va vous afficher des infos sur le CPU, le GPU, la mémoire, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez même mettre personnalisé. Alors personnalisé, je ne sais pas si c'est écrit dans le wiki comment on fait, mais alors là on peut mettre plein d'infos de ce qu'on veut. Donc peut-être qu'on rajoutera des modes plus tard, mais bon, l'idée c'est d'afficher surtout la jaquette. Ou ici les performances, donc ça, si vous êtes en OpenGL, en Vulkan, voilà, je crois qu'il y a la température, enfin il y a un certain nombre d'infos. Selon votre matériel, ça n'affichera pas les mêmes infos. Voilà, donc ça c'est les décorations. On va parler du pad to key. Alors le pad to key, c'est génial pour les vieux PC. Le pad to key, c'est le fait que vous avez un jeu. Moi j'ai des jeux, alors je vais y aller sur DOSBox. Là, voilà. Donc là vous avez la bibliothèque de jeux de quand j'étais petit. Hein, j'avais 7 ans, je jouais à ces jeux-là. Alors certains ont 16 couleurs, mais en réalité, moi sur mon PC, je n'avais que 4 couleurs. Vous voyez, c'était un petit peu plus comme ça tous mes jeux sur PC. Et par contre, il se jouait au clavier. Alors certains pouvaient jouer au joystick, mais je n'en avais pas. Donc à l'époque, pour ceux qui se souviennent, hein, c'était les touches AQOP pour contrôler, hein, A pour monter, Q pour baisser, O pour faire gauche et droite. Et par exemple, pour un jeu de foot, AQOP, espace pour tirer, ou ce genre de choses. Et du coup, attendez, là, en l'occurrence, j'ai Test Drive, auquel je jouais quand j'étais petit. On va pouvoir, au lieu de brancher un clavier pour pouvoir jouer à ces jeux, indiquer comment dans le jeu on va mapper pour chacun des jeux les boutons de la manette sur le clavier. Alors pour configurer ça, donc c'est le petit menu toujours, et voilà, et écrit éditer un profil pad to key ici quand vous êtes sur votre jeu. Et quand je l'édite, donc par exemple, moi en l'occurrence j'ai mis dans le jeu. Alors c'est un jeu, oui, ça se joue beaucoup avec le pad numérique à droite des claviers. C'est pour ça que vous avez des KP8 et des choses comme ça. Et si par exemple je veux mapper une autre touche, alors admettons, là j'ai rien mis sur pad up, parce que c'est un jeu de voiture, donc il n'y a que gauche-droite et des trucs comme ça. Je clique et là j'ai un clavier qui apparaît. Et je dis sur quelle touche j'appuie. D'accord ? Alors attention, les claviers... en réalité, ils fonctionnent tous pareil, hein, que ce soit du français, de l'anglais, etc. Ce qui change, c'est les autocollants. Donc vous, en l'occurrence, s'il faut appuyer sur A sur un clavier français, c'est la touche Q en fait. Là, ça affiche que le clavier QWERTY. Mais moi, en l'occurrence, en fait, la vraie touche, techniquement, pour monter, c'est bien celle-là, celle qui est sur Q. Après, moi, à l'époque, comme c'était un AZERTY, il y avait un autocollant avec un A dessus, quoi. Enfin, comme sur un clavier français. Voilà. Et donc, je choisis. Et on peut même faire des combinaisons de touches, hein, des contrôles, et également des touches de la souris. Voilà. C'est avec le pad to key, on peut bouger la souris aussi avec les... Enfin, il y a une option juste en dessous d'ailleurs, on va regarder. Voilà. Donc là, si j'appuie sur le up, bon, je vais l'enlever celle-là. Ou je ne sais même pas comment on l'enlève d'ailleurs. Bon, ça va faire ça. Voilà. Et là, j'ai des raccourcis, ça c'est pour quitter. Et on peut également dire que le pad de droite ou le pad de gauche de la manette permet de manipuler la souris. Et du coup, si je lance un jeu, Test Drive, alors là, je me suis mappé des touches, voilà, parce qu'il faut répondre au début avec 1, 2 et 3, donc j'ai mis L et R sur des touches. Voilà, donc ça c'est magnifique. Donc ça c'est un jeu auquel j'ai joué des heures et des heures.
Par contre, il faut se souvenir sur quoi on a mappé. Alors, on peut aller voir dans les options. Mais... Ah mince. Ah, j'arrive pas à retrouver sur quoi j'ai mappé. Est-ce que je n'utilise pas cette voiture d'habitude? Bon, c'est pas grave, on va faire crash. Pouf, voilà. Si j'accélère et que je ne change pas de vitesse, je ne sais pas sur quel bouton j'ai mappé le changement de vitesse. Voilà, mais peu importe, en tout cas, voilà, ça c'était un jeu typiquement qui ne se jouait pas à la manette, et d'un seul coup on peut y jouer à la manette. Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait, non c'est pas grave. Mauvais exemple, mais c'est pas grave, ça marche puisque j'y joue de temps en temps. Tac tac tac, ça c'est le pad to key. Content downloader. Content downloader, donc ça en fait, dans la logique, Batocera, il a un certain nombre de choses qui sont différentes des systèmes d'exploitation classiques. En habitude, vous installez votre Windows, vous installez des jeux, etc. Sur Windows, on n'installe pas de programme. Alors on peut, il y a des trucs dérivés, mais en règle générale, on n'installe pas ni d'émulateur, ni rien du tout. Et pourtant, il y a quand même un système de package qui existe sous Batocera, qui s'appelle Pacman en l'occurrence, donc c'est rigolo. Et sauf que d'habitude, sur une distribution Linux, ça sert à installer des programmes. Ça sert à installer Firefox, ça sert à installer GIMP, ce que vous voulez. Et sur Batocera, on a détourné l'usage. Et ça sert à installer donc des packages, mais du contenu en fait. Ça va installer dans votre partition de jeu. Alors, pas que des jeux, ça peut installer des bezels ou différentes choses. Voilà. En tout cas, dans le téléchargement de contenu, là, vous avez une liste, donc ça va télécharger sur le site de Batocera. Et donc vous avez par exemple, dedans on a mis plein de jeux gratuits, donc notamment il y a les Solarus, alors ça c'est trop bien. Donc ils sont là les Solarus. Voilà. Et un certain nombre de remakes. Donc ouais, il y a des bezels, des choses comme ça. Je vous avoue, je connais pas trop. Moi j'utilise surtout pour télécharger certains jeux. Alors il y a des jeux Windows également. Voilà, vous avez Xmoto, vous avez Tux Racer et Really, voilà, des petits jeux que j'avais packagés. Et, voilà. Et après, bon, enfin, Lionel en rajoute plein. Il n'y a pas que Lionel, il y a des gens qui en rajoutent dedans. Il faut faire un petit tour dans la liste de temps en temps. Voilà. Alors je suis un petit peu loin de l'écran pour bien lire. Voilà, mais là c'est des bezels particuliers qui sont rajoutés. Donc on peut imaginer plein de textures et des choses comme ça, des trucs spécifiques pour des jeux ou pour du matériel spécifique. Donc ça, c'est le Content Downloader. Ah oui, alors je voulais vous montrer également le Screensaver. Screensaver, alors, notamment si vous avez une bande d'arcade. Alors par défaut, alors, au bout de 2 minutes, un truc comme ça, il y a l'écran de veille qui se met en marche. Et alors alors attention, il ne faut pas se tromper avec mettre en veille, c'est lancer l'économisateur d'écran. Donc si je lance, par défaut, bon, ça me fait un écran noir, très bien. Mais en fait, on peut aller dans les options. Alors c'est dans les options d'affichage. Économisateur d'écran, voilà. Donc on peut choisir au bout de combien de temps on met en veille. Et surtout, après, on peut choisir si on veut faire un diaporama. Alors ça fait un diaporama avec les jaquettes et les choses comme ça. Si on veut éteindre le PC. Mais notamment, on peut choisir vidéo. Et alors, dans vidéo, ça rajoute 15 000 options. Alors notamment, ça permet d'afficher le nom du jeu, ce genre de choses avant, après, la durée de la vidéo, où c'est que ça les prend, quel bezel ça met, etc. Donc ça a un certain nombre d'options. Et c'est super sympa sur une borne d'arcade, ça, parce que du coup, vous pouvez lancer l'économisateur d'écran. Voilà, et ça va vous lancer aléatoirement des jeux, donc les vidéos YouTube des jeux. Voilà, et avec le titre, normalement j'ai mis en haut, voilà, qui apparaît. En fait, c'est un nom, ça, le titre, mais en fait c'est écrit de manière sympa voilà, pour chaque jeu. Et en plus, alors je crois que je l'ai désactivé moi, mais il y a une option qui fait que si j'appuie sur Start, ça démarre le jeu en fait. Donc sur une borne d'arcade, c'est super sympa. Vous voyez des vidéos, vous dites tiens, ça c'est rigolo, et puis vous le mettez, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le screensaver. Ah, petit truc, ça je sais pas, il y a des gens qui ne savent pas, alors je le dis au cas où. En haut à gauche, vous avez 2 dessins de pad, tout en haut à gauche de mon écran. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 2 manettes de connectées. Quand il y a des pistolets, vous voyez également des pistolets. Et si j'appuie sur une des manettes, elle se met à s'illuminer en violet. Donc ça permet de savoir quelle manette
et le joueur 1, là en l'occurrence, j'appuie sur une manette qui est le joueur 1, donc c'est le premier qui s'allume. Et si j'appuie sur une manette, la deuxième manette, ça serait le joueur 2. Il y a une autre possibilité également avec ça, c'est si j'appuie sur la touche hotkey, parce que souvent, moi j'ai plein de manettes et je ne sais pas forcément sur laquelle c'est configuré le hotkey. Donc quand je suis sur Emulation Station et que j'appuie sur la hotkey, tout simplement la manette va s'allumer en rouge en fait. Donc une fois que j'ai repéré, je peux tester les différentes touches, et dès que j'en ai une qui s'appuie en rouge, c'est que c'est la hotkey. Voilà, petite astuce. Le kiosque mode. Alors, kiosque mode, donc c'est plus pareil pour ceux qui font de la borne d'arcade. Encore que, ceux qui veulent que les enfants ne touchent pas aux options. Ça sert à quoi? Ça sert à désactiver à peu près tout ce qui permet de faire des bêtises sur votre système. Donc vous allez dans les paramètres système, et là vous avez Alors, je suis un peu loin, mais c'est ça, voilà. C'est restriction de l'interface, donc dans le français. Donc complet par défaut, vous avez accès à tout. Kiosque mode, vous avez un accès hyper limité, c'est ce qu'on va mettre. Et il y a également le mode enfant, c'est comme le kiosque mode, mais en plus vous allez choisir les jeux. Donc si par exemple vous avez 50 jeux et vous voulez que votre gamin en gère que 3, vous allez limiter à 3 jeux et lui verra que ces 3 jeux en fait. Donc si je vais en kiosque mode, une fois que j'ai passé, il me le dit, et il me dit surtout il y a A, B et A, alors qu'on peut changer, qui sert à sortir du menu. Donc là je vais mettre oui, et une fois que j'ai quitté ce menu, voilà, j'ai accès à plus rien. Enfin, plus rien sauf ce que j'ai activé, quoi. Donc je viens très limité, voilà, on peut plus supprimer de jeu, il y a plein de choses qu'on peut plus faire. Et pour sortir, donc A, B, A, je sais jamais dans quel ordre. Voilà, donc à chaque fois, bon, c'est pas grave, mais j'arrive pas à en sortir, c'est embêtant. Alors au pire, si on n'arrive pas à en sortir, tac tac tac, il y a un truc qui y a dans le menu. Où c'est qui m'a mis ça? Déverrouiller. Ah non, il faut passer par là peut-être maintenant. Saisissez le code AABA. Putain, AABA, AABA. Je vais me planter de touche, c'est pas possible. Non, ça n'a pas marché. Et ben on va pas sortir. Donc c'est dommage pour la vidéo. Pourquoi j'y arrive pas? Ah si, voilà, c'est ça. Bon, je sais pas pourquoi voilà, je sais pas quelle touche c'est, mais bon, enfin j'ai fait, ça a fini par marcher. Il y a un truc qui m'échappe. Donc ça c'est le kiosque mode. Autre astuce. Donc vous avez des options pour les jeux, là quand vous allez sur le menu et paramètres de jeu. Donc vous pouvez faire un certain nombre de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, et donc ça c'est pareil, ça n'existe pas sur les autres systèmes, et c'est vachement pratique, c'est qu'il y a 3 niveaux de configuration. Soit vous configurez dans ce menu-là pour tous les émulateurs, toutes les consoles. Donc si par exemple je veux que mes décorations tout à l'heure là que j'ai mises, donc options des jeux, décoration, attends non c'était pas là, attendez, décoration, voilà, pardon c'est ici. Je veux mettre The Bezel Project, non pardon, sur l'affichage en surimpression, là je veux les performances, non je veux que ce soit par défaut que j'ai rien. Et que je veux des options particulières pour une console, donc par exemple pour la Mega Drive, je veux des options particulières. Au lieu d'aller dans ce menu-là, quand je suis dans un système, si j'appuie sur Select, donc j'ai un menu qui va me permettre notamment de faire configuration avancée du système. Et la configuration avancée du système, c'est écrit Mega Drive dans le menu. Ça pourra me permettre de faire la même chose donc sur toutes les options, donc notamment donc les décorations, avec l'affichage en surimpression. Mais si je le fais ici, ça va s'appliquer que sur la Mega Drive en fait. Voilà. Donc typiquement pour des options de rendu ou différentes choses, on peut faire un affichage différent pour la Mega Drive. Et il y a un troisième niveau, c'est de le faire que pour un jeu. Pour le faire que pour un jeu, c'est le menu pour accéder au menu des jeux, c'est-à-dire que je reste appuyé sur un jeu, et donc là où j'avais mon manuel et un certain nombre de choses, là, rechercher les vidéos de même type. J'ai aussi configuration avancée du jeu. Et à nouveau, je vais avoir le même menu, mais par contre, ça va être que pour Alter Alt Best en l'occurrence. Donc si je fais une option, ça va s'appliquer que à ce jeu. Alors ça peut être pratique, notamment pour des jeux qui bug quand on met certaines options, ou sur un jeu particulier, on veut une option particulière, on peut le faire depuis là. Voilà.
Il y a un fichier dans Batocera qui s'appelle batocera.conf qui stocke toutes ces infos de configuration. En fait. Et du coup, voilà, ça me permet de configurer en tout cas tout ça à chaque niveau. Je peux même préciser dans les options, parce qu'on on a dit super des décorations et des choses comme ça, mais un truc qui est vachement important, c'est qu'on peut également, pour chaque jeu ou pour chaque système, choisir l'émulateur qu'on veut. En fait. Si je dis, tiens, pour Altered Bust, je veux Pico Drive, et ben je choisis Pico Drive. Et j'aurai cet émulateur-là, avec des options de Pico Drive. Et ça fait que, du coup, tous les jeux vont se lancer avec l'émulateur par défaut, ou en l'occurrence celui-là se lancera avec Pico Drive. Il y a des jeux qui ne fonctionnent des fois qu'avec un seul émulateur, qui ne marche pas avec un autre. Donc, voilà. Une fois que c'est configuré, là vous allez pouvoir avoir ça automatiquement. Voilà. Ça évite de vous dire tiens je lance tel jeu, il faut que je lance tel émulateur, etc. Encore un petit truc, on fait 15 astuces, hein, on s'arrête, parce que j'en ai une liste énorme, mais on va juste en faire 15. Donc je voulais montrer, quand on lance des jeux, surtout pour les gens qui débutent, vous avez remarqué, des fois ça vous met un message, il manque des BIOS, et du coup, sur un malentendu des fois ça marche, mais en règle générale c'est plutôt pas bon signe. Et le jeu ne se lance pas ou se lance avec une erreur. Donc, par exemple, c'est le cas de la PlayStation 1 qui a besoin, donc ce qu'on appelle des BIOS, en gros, c'est des fichiers qui ne sont pas livrés avec l'émulateur, qui sont copyrightés et qui sont nécessaires pour lancer un jeu. Donc vous les trouvez sur Internet ou, en théorie, vous devez les dumper de votre ancienne machine. Donc ça, c'est un peu compliqué et technique à faire. Mais la théorie, c'est que vous devez le faire depuis ces machines-là. En tout cas, il y a un menu dans Batocera. Donc c'est dans Jeu, et puis il est tout en bas. Je ne vois pas trop où. Vérification, afficher, vérifier. Il doit y avoir vérifier les BIOS manquants. Ouais, c'est ça, vérifier les BIOS manquants. Donc si je clique dessus, ça va me lister tous les BIOS qui me manquent. Là, moi en l'occurrence, il m'en manque plein. Et donc pour chaque système, ça me dit tiens, il manque tel BIOS. Alors comment on le sait? C'est simplement que sur Batocera, on connaît la liste pour chaque système, la liste des BIOS qui sont nécessaires. Donc par exemple sur l'Amiga 1200, on sait qu'il faut ces deux fichiers-là. Et si vous ne les avez pas, potentiellement vous aurez des problèmes avec certains jeux, voire tous. Hein. Donc idéalement, cette liste est vide en fait, quand il ne vous en manque pas. Allez, un dernier truc. À chaque fois, les gens ils installent Batocera depuis Batocera. Ils l'installent avec sous Windows souvent, ou sur leur Mac, ou sous Linux pour ceux qui sont sous Linux. Et ils l'installent avec Ballenature ou Etcher ou des logiciels du style Rufus. Donc tout ça, ça marche, mais c'est pas c'est pas la façon officielle d'installer Batocera. La seule vraie façon que je connais, c'est d'utiliser un logiciel en ligne de commande qui s'appelle DD, qui fait exactement une copie. Les autres logiciels, ils marchent, mais alors notamment Rufus, des fois, il fait des choses, on ne sait pas pourquoi. Il ne respecte pas exactement l'image et il se permet de faire des modifications. Et alors, sauf que DD, c'est de la ligne de commande, et ça marche super, hein, moi je fais que ça, pour faire mes tests. Mais il y a une autre façon d'utiliser DD, le script officiel, c'est depuis Batocera en fait. Si vous êtes sur un Raspberry, sur un PC, n'importe, et vous voulez installer Batocera sur une clé USB, sur une carte SD ou sur le disque interne, vous pouvez le faire depuis Batocera lui-même. Donc si vous allez dans paramètres système, sûrement, non, dans quoi j'ai mis ça, ouais, si, paramètres système, et il doit y avoir un truc, installer Batocera. Voilà, installation sur un nouveau disque. Et là, vous choisissez votre disque. Donc moi, je ne vais surtout rien choisir. L'architecture cible. Donc là, c'est toutes les boards qui sont supportées par Batocera. C'est-à-dire que si vous êtes sur un Raspberry, vous pouvez installer sur une clé USB la version PC. Ou l'inverse, vous êtes sur votre PC, vous pouvez installer pour la version Raspberry 3, Raspberry 4, etc. Et ça va l'installer sur votre clé et après, vous pourrez booter dessus. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va télécharger en fait, sur l'installateur, il va télécharger le fichier sur Internet. Et il va faire des dés dessus, sur votre clé, tout simplement. Hein, c'est pas très compliqué. Voilà. Mais en tout cas, la façon officielle, en tout cas, d'installer Batocera, c'est depuis Batocera lui-même. Voilà. Et c'est via ce menu.
Voilà, donc ça fait 15 astuces. Éventuellement, j'en ferai d'autres. Voilà, rien d'extraordinaire. C'est pas des nouveautés, hein, ça existe depuis, pour la plupart, un certain temps sur Batocera. Après, régulièrement, voilà, il y a des gens qui connaissent pas toutes ces options-là. Et puis j'avais envie de changer un peu des vidéos qui présentent l'installation de Batocera. Il y en a beaucoup sur Internet, mais en fait, sachez qu'il y a juste 10 000 autres trucs qu'on peut faire et qui sont super sympas pour améliorer son expérience de rétro gaming. Voilà.